Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais placer cette intervention, cette contribution sous le signe d'un hommage à deux niveaux de génération, celui à Jean Zay, bien sûr, mais celui particulièrement à ces deux filles dont j'ai la chance d'avoir l'amitié depuis presque 30 ans. J'ai regardé un petit peu, c'est en 1989 que j'arrive à Orléans, que je vous rencontre et que j'ai la chance depuis de travailler sur vos archives, celles que votre mère avait conservées et celles qui proviennent du travail et de l'enseignement de votre père. Donc, encore une fois, chère Catherine, chère Hélène, merci infiniment. Je ne vous volerai pas cela, mais c'est vrai qu'à ma mesure, Jean Zay est l'homme de ma vie, à ma mesure, bien entendu, et ça depuis 3 décennies maintenant. En effet, vous voyez qu'il y a là 2 livres devant vous et quelques images. Je suis allé à Cannes par Jean Zay et je suis arrivé à Jean Zay par ma thèse, mais en fait, il est présent dans tout ce que j'ai pu essayer de penser et de réfléchir. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de penser et de réfléchir? Certes, le fait que la politique peut être comme la maçonnerie, un sport de combat, on voit Jean Zay en bas à droite, dans une leçon de judo, qui est un hommage à mon prédécesseur à cette tribune. Mais si on revient à l'image précédente, je voudrais introduire mon propos par quelque chose qui renvoie à un passé un peu chromo. On aurait aimé qu'elle soit sépia, mais elle l'est presque. Vous avez là un moment saisi le 16 mai 1939, là encore il y a 80 ans, lors de la réception de Jean Zay, ministre, au lycée de Tournon, à Ardèche. Et là, vous avez une scène qui est pas très clairement définie, mais ça sert mon propos, vous allez voir, de jeunes filles qui sont des Marianne. Alors, c'est pas les Marianne de Jacques France, mais enfin, ce sont des fillettes Marianne qui sont en train de faire ce qu'on appelle un tableau scolaire classique, et celle qui surmonte étant flanquée de 2 drapeaux, et les autres tiennent des cartons sur lesquels il y a écrit, vous le voyez mal, mais je vous le lis, « Honneur à l'école laïque ». Honneur à l'école laïque. Lorsque on regarde cette image, on peut, comme Daniel Arras le fait dans ses travaux sur l'histoire de l'art, dire qu'en fait on n'y voit rien. On n'y voit rien parce que vous êtes en présence d'une évidence. Ceci est à la fois un cliché, vous avez sous les yeux un cliché, et un idéal. Le cliché provient des mots qui sont employés, et tout le travail des historiens, du moins c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est de retrouver les codes culturels par lesquels ces mots étaient compris, avaient été écrits et étaient lus. Or, ce dont je veux vous parler, justement, c'est le fait que dans le moment Jean Zay, il y a un moment Ferry, Ferry, un moment d'abord avant Ferry, il y a un moment Guizot, dont Pierre Rosanvallon a très bien décrit les caractéristiques. Il y a un moment Ferry, incontestablement, pour ce qui est de l'école laïque, mais il y a aussi pour l'école tout court et pour la République et pour une certaine idée de la République, qui était notre thème, un moment Jean Zay. Et moi, je vais vous parler du moment Jean Zay pour comprendre en fait ce qui est écrit par ces jeunes filles dans ce tableau vivant et pour voir, diapo suivante, pardon, est-ce qu'on peut avoir la diapo suivante, ce que signifie cet autre cliché. En effet, les mots employés portent à mesure de la lecture qu'ils ont dans les sociétés et dans les imaginaires politiques où ils se construisent. Le ministre que vous avez sous les yeux, un peu étiré, il faut bien le dire, par notre machine, aujourd'hui, c'est bien entendu Jean Zay, mais vous repérez le symbolisme qui l'encadre et qui le surmonte. Vous êtes face à un ministre qui a derrière lui un buste de Jaurès à la place du buste de Marianne, et un drapeau rouge. Il est rouge, croyez-moi, on a tout un reportage photographique, je ne l'invente pas pour les besoins de la cause, l'historien a fait le travail, ça figure dans les archives désormais confiées aux archives nationales par Catherine et Hélène justement, et il y a un drapeau tricolore. Jean Jaurès, le drapeau tricolore, le drapeau rouge, que vient faire Jean Zay là? Il vient faire son travail de ministre, il est en train d'inaugurer un groupe scolaire. Où ça? En Provence, on est aux Arcs sur Argens. On est le 26 juillet 1936, c'est le bel été lyrique du Front populaire, bien sûr, et il faut imaginer, avec nos codes culturels, l'improbabilité de cette photo de nos jours. Un ministre de la République, certes, mais un ministre
de la France qui se trouve à l'aise derrière et dessous un buste qui n'est pas celui de Marianne, certes, et qui est avec un drapeau qui est le drapeau qui est rouge, le drapeau donc du Parti communiste associé, et de la Révolution associée au drapeau tricolore. Alors, on ne voit pas les inscriptions, mais elles vont me servir aussi. Diapo suivante, pardon. Voilà. Cordial bienvenue de la ville des Arcs, sur Argens, donc, à monsieur le ministre du Front populaire. C'est pas le ministre de l'Éducation nationale, c'est pas le ministre simplement ou énormément de la République, c'est le ministre du Front populaire. Et moi, c'est à partir de cette image que je veux attirer notre attention sur ce que signifient les fondements et les refondements de la République, ce que signifient les fondements et les refondements de l'école publique. En effet, il faut toujours prêter une attention extrêmement forte aux adjectifs qui qualifient les idéaux, aux adjectifs qui qualifient les actions politiques, quand bien même ces adjectifs ne sont pas présents. Je m'explique. Tout à l'heure, à juste titre, il a été dit que l'œuvre de Jean Zay était une œuvre portant, promouvant, déployant la démocratisation. Et il n'y a pas besoin d'adjectifs pour dire qu'il s'agit de démocratisation sociale. Or, il y a deux âges dans notre République. Il y a l'âge de Jules Ferry, pour lequel l'école publique, laïque, républicaine, c'est une école de la démocratisation politique. Il s'agit de fabriquer des petits républicains. Et il s'agit de le faire parce que le combat est un combat chaud, c'est un combat vibrant, et il s'agit d'imposer cette lecture qui est la nôtre aussi, d'une république conçue comme celle d'une émancipation du citoyen à titre individuel, et pour former ce citoyen, ce libéral, parce que c'est un libéral, qu'est Jules Ferry, c'est aussi un libéral économique, va jusqu'à forcer sa nature et à créer un corps de fonctionnaires, ce qui n'a rien d'évident, même en 1880, dans les années 1880. Pourquoi? Parce que son idéal de démocratisation politique l'emporte, et c'est ce qui reste au cœur du projet de notre école publique et républicaine, mais si je puis dire, ce cœur n'est pas simple, c'est un cœur double depuis les années Jean Zay, depuis les années qu'incarne Jean Zay. En effet, regardez, l'adjectif social a disparu alors que tout le monde comprend social désormais quand on dit démocratisation sociale. On a oublié d'ailleurs le fait que la démocratisation pouvait être un effort de démocratisation politique. On le porte quand on parle de civisme et d'éducation civique, mais on ne le dit plus comme étant démocratisation politique et démocratisation sociale. Or, le combat de Ferry, c'était justement d'installer la démocratie, de la faire vivre, prendre racine, et le grand passeur entre les deux âges, il en a déjà été question, c'est Ferdinand Buisson, bien sûr. Et dans une très large mesure, Jean Zay va réaliser les vœux de la génération de son père. Léon Zay, vous disiez tout à l'heure, à juste titre, qu'on est aussi les enfants de ses pères, qu'ils soient maçons, et c'est le cas de Léon Zay. Jean Zay est le fils d'un maçon et de quelqu'un qui a fondé un journal à Orléans au moment de l'affaire Dreyfus pour combattre effectivement tout ce qu'il pouvait y avoir d'ennemi à la République. Eh bien, Léon Zay appartient à cette mouvance du Parti radical socialiste, qui est une mouvance qui souhaite que la justice sociale soit aussi inscrite au cœur du fonctionnement de la République. Donc, moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui et maintenant, c'est de la seconde fondation de l'école publique. On emploie très rarement cette façon de faire, on le dit très rarement, et c'est ce qui nous permettra mieux, je crois, en tant qu'acteurs contemporains, justement, de voir et d'identifier ces adjectifs qui ne sont pas présents, ou qui parfois sont volés au vocabulaire de ces républicains. Alors, s'intéresser aux mots, s'intéresser à la construction historique des mots pour voir comment l'action politique se fonde, c'est un réflexe d'historien qui s'excuse souvent de banalité dans ces cas-là, mais c'est une fonction sociale que je crois essentielle, de rappeler sans relâche à nos contemporains que l'école de la République et la République elle-même, ce sont des constructions historiques. Et que ces constructions historiques, elles ne doivent pas être caricaturées d'une part, travesties d'autre part, et qu'il faut très bien connaître leur histoire pour pouvoir mieux les défendre. Alors, ceci étant posé, qu'est-ce que l'école publique de Jean Zay? Eh bien, c'est une certaine idée de la République sociale. Et cette certaine idée de la République sociale, elle n'a rien d'une évidence. Lorsque le ministre est nommé par Léon Blum en 1936, et d'ailleurs, elle n'a rien d'une évidence lorsque, dans notre pays légicentré, on essaie de faire le bilan de l'action de Jean Zay par la loi.
Si on compare Ferry et Zé, la comparaison est cruelle, évidemment, pour Jean Zé. Il y a une seule loi que vous avez rappelée, elle n'est pas neutre, c'est pas une petite loi, mais enfin, malgré tout, c'est la prolongation scolaire d'un an de 13 à 14 ans. Ça n'est pas à la hauteur des lois Ferry, évidemment. Et sous l'aspect législatif, l'action de Jean Zé est un échec parce qu'il est contré. Il est contré au Parlement, il est contré dans son propre camp par des adversaires du parti radical qui ne sont pas des frontistes, et en particulier quelqu'un de mon département qui s'appelait Hippolyte Ducos, et qui, à la fois par opposition réfléchie, hein, c'était un homme du lycée qui ne voulait pas que le lycée se primarise, et par opposition personnelle au ministre qu'il aurait aimé être, va s'opposer à Jean Zé. Donc, ça n'est pas une évidence, le bilan législatif est faible, et ça va conduire Jean Zé, et ça doit nous nourrir notre réflexion, à une méthode de gouvernement, à une méthode d'action qui est une méthode de contournement et d'expérimentation. En effet, le blocage législatif est tellement fort hein, que Jean Zé va souhaiter voir sa réforme de l'enseignement, qu'il dépose pourtant sur le bureau de l'Assemblée en mars 1937, être accomplie par la voie administrative. Alors ça, pour la démocratie et pour nous, c'est quelque chose d'intéressant. Comment promouvoir la démocratie sociale par et face au blocage de la démocratie parlementaire par la démocratie des experts. Ça a été le fonctionnement du ministère Jean Zé a été de s'appuyer sur le Conseil supérieur de l'instruction publique. Là, on a gardé le nom d'instruction publique pour le Conseil supérieur. Or, ce Conseil supérieur de l'instruction publique, il est peuplé d'experts et qui vont approuver Jean Zé. Parce qu'il se trouve que dans le ministère et dans les associations, je pense à Célestin Freinet, par exemple, il y a une approbation complète de la politique de Jean Zé. Le blocage est parlementaire. Et donc, la méthode de Jean Zé va être de contourner le blocage législatif par une démocratie des experts. Alors, c'est irrésistible pour les experts que nous sommes souvent. Dans les ministères, ça a donné une très grande admiration pour Jean Zé pendant toute la suite, parce que, enfin, les idées du ministère pouvaient être portées et arriver à réalisation. Bon, mais bien sûr, pour la démocratie tout court, et là particulièrement la démocratie parlementaire, ça questionne. Il n'empêche que c'est bien la démocratisation sociale, appuyée par le mouvement associatif, qui va contourner le blocage législatif. Pour faire quoi ? Bon, c'est une véritable révolution. Deuxième élément qu'il faut retenir, ce sont les structures. Le bouleversement qu'introduit l'action de Jean Zé est un bouleversement qui porte jusqu'à nos jours. Il a été rappelé l'importance de l'école unique. Enfin, on peut dire les choses de la façon suivante. On passe d'une structuration verticale de ce que sont les élèves engagés dans l'enseignement en France. Verticale, c'est-à-dire que vous commenciez des deux côtés de la barrière sociale extrêmement étanche, 1500 seulement, vous savez, les boursiers de 6e, c'est 1500 personnes hein, dans l'entre-deux-guerres, donc c'est pas étanche, mais enfin c'est très faible. Donc vous avez d'un côté 3% jusqu'à 4% de la population qui est dans le lycée, mais quand je dis c'est vertical, parce qu'on démarre avec les classes de 12e, 11e, etc., et on va jusque, bien entendu, l'université qui est le débouché naturel, en quelque sorte, et de l'autre côté, vous aviez des petites classes, bien sûr, de l'école primaire élémentaire, mais ça allait jusqu'à des classes qui sont des classes de primaire supérieure, mais aussi les écoles normales, mais aussi, après les écoles normales, l'école normale primaire supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, qui appartenait, avant Jean Zé, à l'enseignement primaire. Ce que fait Jean Zé, c'est ses équipes, fait passer ce classement vertical, socio-culturellement déterminé de façon extrêmement brutale, en fait, il le fait passer à un classement horizontal, celui que nous connaissons. Premier degré, second degré, etc. Et il reclasse tout cela. Ça démarre à ce moment-là. De fait, ça démarre un petit peu avant lui, mais c'est lui qui va fixer par des décrets. Alors comment ? Là, c'est administratif. La révolution est une révolution administrative. Elle ne passe pas devant la Chambre, pas de vote, mais tout va se mettre en place, et jusqu'à nos jours. C'est pour ça que lorsqu'on regarde les structures, on peut vraiment dire qu'il y a une refondation de l'école publique, de l'école de la République, mais plus largement de l'école en France, parce que ça va concerner aussi l'enseignement catholique privé. Donc, sur les structures, c'est absolument patent. C'est une réforme qui, certes, passe par l'expérimentation, qui passe par l'administratif, mais qui est la base, qui est la matrice de nos constructions actuelles. En parlant de construction, d'ailleurs, Jean Zé va œuvrer à la construction scolaire considérablement. Il va réussir à arracher des crédits
à ce qui n'était pas Bercy, puisque c'était rue de Rivoli, au ministère des Finances. Et ça se fait grâce au soutien de Léon Blum, mais c'est un combat tellement fort que justement, il va avoir des pages remarquables dans Souvenirs et solitude sur la mystique de l'équilibre budgétaire. Et pour lui, la mystique de l'équilibre budgétaire, cet idéal toujours nourri, jamais atteint, c'est quelque chose d'antidémocratique. Il l'écrit en toutes lettres. On ne peut pas réformer l'État si on est rivé, les yeux rivés à l'équilibre budgétaire. Jean Zay est quelqu'un très attaché au fonctionnement et à ne pas creuser la dette, etc. Mais il les pense comme Ferry avant lui, créant des fonctionnaires, donc creusant le budget, qu'il faut que l'État public, pour son école publique, ait des financements publics importants, que c'est une priorité dans l'école. Donc, construction scolaire, mais dans ces structures qui sont révolutionnées, il faut parler de l'orientation. Pourquoi parler de l'orientation? Parce que derrière ce mot, qui est un mot devenu très, très commun, très fréquent, il y a une idée extrêmement neuve autour de la création des sixièmes d'orientation, qui dit d'abord que bon, dès qu'une classe dépasse 35, il faut la dédoubler parce qu'on ne peut pas travailler sérieusement. On est en 1937-38. Donc on va créer 5000 postes d'instituteurs et d'institutrices et de professeurs pour pouvoir assumer cette réforme à cet échelon de la sixième. Et puis il y a l'idée qu'il faut mettre autour de cette classe-là toute une équipe qui comprenne non seulement les professeurs, mais aussi un médecin scolaire, mais aussi un psychologue, etc. Donc s'invente toute une pratique nouvelle. Et pourquoi l'invente-t-il à ce moment-là? Et il y a un texte magnifique que je vous recommande. Alors c'est pas pour faire la publicité, mais enfin, il est pas dans Souvenirs et solitude, donc je me permets, dans ce livre sur Réarmer la République, il y a un texte sur l'orientation dans lequel Jean Zay dit, bien entendu le choix doit être de la famille, mais bien entendu aussi l'État doit prendre ses responsabilités dans le fait de guider en particulier ceux qui n'ont pas l'information pour le faire. Donc c'est un autre élément de la démocratisation sociale que celui de l'orientation, bien sûr. Mais tout ça est très cohérent. Et c'est une vraie révolution qui s'effectue, sauf qu'elle est très matricielle, elle démarre à peine, il faudra attendre la libération pour qu'elle puisse se déployer. Alors, il me reste les contenus, voilà, je vais finir par les contenus de façon assez simple, pour vous dire que il y a dans cette école que Jean Zay a contribué à refonder autour de la démocratisation sociale, on peut retenir 4 points qui peuvent servir à notre travail de citoyen. Remarquez d'abord que depuis le Front populaire, la démocratisation de la République est sociale. Réformer en République signifie développer la justice sociale. C'est un texte de Jean Zay sur ça, il parle de l'architecture de la maison de l'école, et il emploie immédiatement, ce vocabulaire d'époque, c'est pas moi qui calque, le terme de justice sociale. Souligner ensuite que c'est par la popularisation de la culture que la démocratisation sociale s'effectue. Ce ministre est aussi ministre des Beaux-Arts, ça n'est pas un hasard. Il y a un lien étroit entre la démocratisation sociale et la popularisation de la culture. Troisième point, dire que la démocratisation sociale est une lutte contre le dogme de l'équilibre budgétaire. C'est en tout cas ce que Jean Zay nous dit, on retient ou pas, mais on ne se trompe pas. Lorsqu'on fait de Jean Zay un modèle, il faut prendre avec ça l'idée qu'il faut financer ces réformes et que le dogme de l'équilibre budgétaire, c'est antisocial dans sa pratique. Et finir par dire que tout ça passe par un État conscient de lui-même, un État qui ait envie d'être un État de République et un État public tout simplement. En somme, le modèle réformateur de la République de Jean Zay, c'est que la démocratisation sociale de la République se construit par l'État culturel grâce à des dépenses d'investissement qui s'opposent à la doxa de l'équilibre budgétaire. En 2019, dire cela, c'est contribuer, je crois, à refonder notre action. Merci.